Et bien voilà, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live Instagram de Chef d'œuvre. Je vais évidemment laisser tout le monde se connecter. Nous sommes au mois d'octobre pour évidemment parler un petit peu de ces coffrets du mois de Chef d'œuvre, parler évidemment de ces coups de cœur, surtout de la saisonnalité, des associations mets et vins. Donc on va passer une petite heure ensemble pour balayer un petit peu toute cette proposition qui, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des dégustations et des sorties d'un vignoble, eh bien, nous permettent de vous faire découvrir dans ces coffrets des ressentis et surtout des émotions. On espère en tout cas vous prendre un petit peu par la main pour de la découverte ce soir avec nos coffrets. On va parler du Jura, on va parler du Beaujolais, on va faire un petit tour dans le sud. On va se reposer la question un petit peu de ce qu'est 2019 vraiment dans sa dimension, puisque là c'est vraiment un millésime qui, plus on le voit évoluer, plus ce millésime évidemment nous enchante. Et donc au travers de cette petite heure, eh bien, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui a été le cœur de cette sélection des coffrets de Chef d'œuvre. Alors mais avant ça, on fait bien sûr une petite aparté, on parle toujours un petit peu chez Chef d'œuvre, vous le savez, de l'actualité du club. Chef d'œuvre, c'est vraiment un stimulateur de passion autour du vin, et donc on est heureux de pouvoir vous annoncer déjà qu'on est en train de vous préparer un Chef d'œuvre Lab V2, c'est-à-dire un Chef d'œuvre Lab mais orienté vers les fêtes de Noël. Et là on est en train de préparer un petit peu ces 2 jours de dégustation, donc avec des portes ouvertes où vous pourrez venir un petit peu comme pour la première fois. Vous étiez plus de 180 à la première édition. Là on espère vous recevoir encore plus nombreux, mais il y aura des artisans du goût, il y aura des produits, il y aura plein d'autres choses à découvrir au-delà des flacons qu'on aura avec l'équipe en tout cas imaginé vous faire découvrir. Donc voilà pour le petit teaser. Il y aura aussi, notez-le, le 14 novembre, ça sera une date sympa, peut-être en revenant d'un long week-end. Un masterclass dédié à la dégustation à l'aveugle, et le thème de cette dégustation sera Bourgogne, Grand Bourgogne ou pas. La vraie question c'est où sont les challengers des grands terroirs bourguignons, et donc on aura l'occasion de servir des grands flacons de Bourgogne, mais aussi d'autres grands flacons d'ailleurs, bien sûr avec des savoir-faire particuliers, avec du terroir, avec des racines, mais pas simplement des palcopies de ce qu'on fait en Bourgogne, des vrais vins de lieu aussi. Et on essaiera évidemment dans ce masterclass de mettre évidemment un curseur émotion, plaisir, prix évidemment, qui reste évidemment le cœur battant de la sélection de chefs d'œuvre. Et ça sera bien sûr voilà pour un petit comité avec moi, donc le 14 novembre. Voilà, donc je termine, pendant que j'ouvre mes dernières bouteilles pour ce live, je laisse les personnes se connecter. Je termine donc d'ouvrir tous ces flacons et je vais vous parler bien sûr en première évidemment dégustation. On commence toujours par ce coffret un petit peu historique de chef d'œuvre qui est En route vers les étoiles. C'est 3 instants de consommation, 3 plaisirs nuancés, 3 instants on va dire, trop aussi profil de longévité, parce que c'est important aussi quand on construit une cave, c'est d'avoir bien sûr la trajectoire, de savoir un petit peu d'où on part, où on va, comment on consomme, quel type de vin on aime, et donc on vous fait goûter un maximum de choses dans différents types de profils. C'est vraiment ça, ces coffrets chef d'œuvre, c'est pour vous prendre par la main et surtout vous permettre peut-être de déclencher des fois des émotions, des coups de cœur, voire des rencontres avec des sensations que vous n'aviez peut-être pas eues avant. Et donc on commence avec ce coffret qui sont les fondations de chef d'œuvre qui a commencé donc en septembre 2012 pour la petite anecdote. Voilà, donc je referme la petite présentation et vous parle un petit peu de ces 3 premiers vins qui seront voilà les 3 vins à l'honneur. Donc on va faire un petit tour dans le Jura, je vais vous raconter un petit peu cette rencontre ici avec la famille Ligeron, puis on va faire un petit tour évidemment dans le Beaujolais. On va essayer de se poser la question aussi dans le Beaujolais de son avenir, puisque ça c'est intéressant, évidemment dans la période d'inflation qu'on connaît un petit peu sur les grandes régions comme la Côte d'Or par exemple. Eh bien il est toujours intéressant aussi quand on regarde un petit peu ailleurs de ce qui se passe, de voir un petit peu les progressions, les évolutions stylistiques, mais surtout après de regarder aussi les grands terroirs historiques de ces grandes appellations. On va parler de Moulin à Vent bien entendu, et moi j'ai eu un vrai coup de cœur sur le 2018 du Château des Jacques sur la Côte de Beaujolais, donc on passera un petit peu par le Beaujolais tout à l'heure pour vous parler un petit peu de tout ça. Mais avant on commence évidemment par la région que j'adore de cœur, pas de naissance parce que je suis bourguignon vous le savez, mais le Jura. Et puis surtout je voulais vous parler un petit peu de cette création de domaine qui est un domaine donc, qui s'appelle le domaine des Carlines. Vous allez pouvoir un petit peu le découvrir au fur et à mesure que bien les bouteilles arriveront dans les endroits un petit peu sympas. C'est un domaine qui a une dizaine d'hectares aujourd'hui, mais qui a commencé tout petit sur Ménetreux Vignoble. Donc on est vraiment sur le terroir de Château-Chalon, sur les marnes de Trias, de l'Ias, pardon, de la région. Et surtout, là, un néo-domaine, on va dire, créé de toutes pièces par des passionnés. Ils étaient avant un petit peu marchands de vin, donc c'est intéressant cette histoire.
c'est des personnes qui ont un regard très particulier. Alors, Patrick et Sophie Ligeron, c'est leur prénom, c'est leur nom et leur prénom. C'est eux qui ont créé ce domaine en 2015. Donc, vous voyez, on va déguster le 2019, c'est la 4e vendange. Et je voulais vous parler un petit peu de cette cuvée qui ouvre un petit peu la gamme, mais je vous parlerai aussi d'autres pépites. Avec d'abord un petit mot sur le ressenti à la rencontre et surtout à la dégustation des premiers vins. Au départ, j'avais eu la chance de déguster des 2017 et des 2018, pour lesquels j'avais pas été totalement renversé, pas totalement convaincu, parce que certaines cuvées avec quelques petites choses à améliorer, des petits esters alcooliques, des petites précisions qui manquaient, je trouvais en tout cas dans certains bouquets, des petites notes un peu céréalières avec des petits esters un peu chauds des fois aussi. Donc j'étais pas totalement en phase avec ça, et Dieu sait si j'adore le Jura parce que j'y ai quand même étudié 3 ans, mais je voulais absolument vous parler un petit peu de la progression et surtout de la netteté et surtout de la lumière en tout cas apportée par 2019 qui nous ramène évidemment au sujet que j'abordais tout à l'heure. 2019 restera, je pense, dans tout l'Hexagone, une des plus grandes années de ces 25 dernières années, avec un équilibre assez majeur dans la totalité des régions, à part peut-être certains sauvignons qui étaient un peu chauds, mais globalement, sincèrement, c'est un millésime de feu. Et donc, je vais vous parler de ça, et donc de ce millésime de 2019, de cette cuvée qui ouvre la gamme du domaine, qui s'appelle le Vouivre. Alors, Vouivre, c'est une petite introduction sensorielle. On pourra rentrer dans les parcellaires, et vous les aurez dans les millésimes à venir, mais vous savez que dans le Jura, on prend un peu son temps. Donc, 2019 vient d'arriver sur le marché. On est d'abord très heureux de pouvoir en parler un petit peu, mais surtout de souligner un petit peu cette progression. Et Vouivre 2019, eh bien c'est 30% de Savagnin, c'est du Chardonnay pour les 70% qu'il compose. Et puis on a évidemment des élevages qui sont alors un petit peu différents de tout ce qu'on connaît dans le Jura. Tout le monde connaît évidemment les élevages sous voile. Ici vous avez donc des fermentations pour 90% des jus qui sont faits sous bois. La majorité des Savagniens et des Chardonnays sont houillés. Il y a juste une petite partie, ça c'est la particularité de la cuvée, de Chardonnay qui a été élevé avec un petit peu de voile. Ça va apporter cette petite connotation jurassienne que les marnes évidemment du lieu vont enrichir en sensation. Mais vous allez voir qu'est-ce qui est intéressant dans cette bouteille. Alors là je prends un nouveau verre de chez Riedel, d'ailleurs je vais vous les présenter, c'est assez sympa, sans faire de publicité, mais j'ai trouvé cette gamme qui s'appelle Vélos de chez Riedel assez sympa l'autre fois, et au dîner de gala et sommeliers de Paris, et donc ça vient de sortir sur le marché également, verrerie mécanique avec un poids plume, franchement c'est très sympa. Voilà, je vais faire la parenthèse. On a adoré donc cet esprit en tout cas un petit peu jurassien, mais pas trop corsé, qui est une bonne porte d'entrée évidemment pour tous ceux qui n'ont pas encore été totalement à la rencontre des Savagniens élevés sous voile et autres. Là, vous aurez, notamment par rapport à la saisonnalité, et ça sera un petit peu le propos de ma présentation, un partenaire de choix pour évidemment épouser les cèpes, épouser la châtaigne, épouser un petit peu les sauces un petit peu plus denses et riches, la cuisine, même s'il ne fait pas encore tout à fait très froid dans ce mois d'octobre, eh bien on a peut-être envie aussi d'aller chercher les premières Saint-Jacques et puis des préparations un petit peu rassurantes, un peu cocooning, le butternut, toutes ces sensations un petit peu qui évidemment se dressent dans nos assiettes avec voilà, cette envie un petit peu de revenir un petit peu. C'est lequel de Vélos? Alors je réponds aux questions au fur et à mesure. Ça c'est le Vélos Riesling que j'ai dans la main pour répondre à Xaftrang. Voilà. Ça vaut une vingtaine d'euros TTC, je pense, chez un revendeur. Peut-être un petit peu moins, quelque chose comme ça pour la petite anecdote sur les prix. Alors je vous en parle un petit peu maintenant d'un point de vue sensoriel. C'est des longs élevages, ça fait plus de 18 mois avec un peu de masse après de la mise en bouteille, donc ça fait donc évidemment des vins assez profonds, assez complexes d'un point de vue aromatique. Il y a une vraie ouverture déjà sur les 2019. Vous avez vu la robe, elle est sympa, hein. Mais c'est un nez aussi qui va vous plonger dans un vrai voyage. Alors ce que j'avais adoré moi à la dégustation, j'avais dégusté 2 fois le millésime 2019, une première fois dans un salon, puis une deuxième fois en échantillon à l'aveugle, comme ça je voulais être sûr vraiment de mes choix. Mais ce que j'ai aimé dans les 2019, c'est qu'on n'a pas ce petit côté céréalier, des fois avec des petits esters alcooliques ou des petites choses qui partent un petit peu en vrille. Ce que j'avais eu dans les 2018 par exemple sur cette cuvée Vouivre, qui ouvre la gamme. Après, si vous avez la chance de déguster, et ça ce sera mon conseil, la cuvée qui s'appelle Beaumont, 2019, pur Savagnin du domaine, c'est une tuerie, vraiment une vraie tuerie, beaucoup plus, un peu plus valorisée, donc différent dans l'approche prix-plaisir, mais sincèrement, dans le Jura, c'est une très belle parcellaire. Je crois qu'il n'y a que 2 domaines, ce que me disait mon ami Moff Philippe Troussard récemment, il n'y a que 2 domaines qui se partagent cette petite parcelle de Beaumont sur l'appellation. Alors, on revient à notre bouquet. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que
On a une très très fine réduction, un petit peu, vous savez, à la bourguignonne, avec ces petits empires aromatiques légèrement toastés, on va dire châtaigne et maïs un peu grillé. Vous voyez, ce très fin couvert réduction qui nous amène pas totalement tout de suite dans le paysage un peu plus fruits secs du Jura. On a quand même quelque chose qui plaira, je pense, aux Burgundy lovers, entre guillemets, et qui devrait vous mettre sur la route d'un certain plaisir. D'ailleurs, on a un peu de fruits à coque quand même, on sent qu'on est dans le Jura, on a cette dimension un peu curry, mais qui est très très discrète. Un fruit qui est un peu poché, type coin poire, on va dire d'une certaine manière, livré avec une certaine précision aussi. Et on plonge un peu dans l'automne, hein. Ça c'est vraiment le caractère de ces grands terroirs du Jura, c'est de nous amener dans quelque chose d'un petit peu réconfortant, plutôt de l'automne. Alors après, si vous l'aérez un petit peu, vous découvrez des petites touches plus d'infusion de plantes, donc ça devient un petit peu plus intellectuel comme profondeur, un petit peu comme on a sur certaines notes de Château Chalon quand on sort du spectre aromatique et autres. On est un peu plus racinaire, on a des notes qui sont un tout petit peu plus, qu'on va chercher, qu'on retrouvera aussi peut-être dans certains savenières quand ils ont un peu de maturité. On a cette dimension un peu plante aromatique qui rappelle un petit peu des petites touches voilà, de gentiane, des petites choses comme ça qui sont au cœur du bouquet. Voilà pour le nez, en tout cas c'est assez intéressant, et puis vous voyez là c'est un vin qui au fur et à mesure, là je l'ai servi à la température de l'Eurocave, il était à 11 degrés, mais c'est un vin que je trouve vraiment dans sa tête de note de confort autour de 13-14, parce que il perd un petit peu du côté engoncé, il donne beaucoup plus, il livre plus, et donc voilà, si vous avez déjà la possibilité de le voir évoluer, même de le carafer, sachez que moi j'ai fait le test à la maison, je l'ai servi sur des cèpes, parce qu'on avait des cèpes magnifiques cette année, donc on a fait plein de tests, et le voir évoluer dans le verre au fur et à mesure du repas, c'est très intéressant pour comprendre un petit peu la dimension et la complexité de cette bouteille. Alors, on est, bon d'abord, parlons un petit peu de la bouche et de la texture, après on parlera un petit peu prix plaisir, cuisine évidemment, et saisonnalité avec ce genre de vin, mais vous voyez, c'est un vin qui, enfin, pour ceux qui l'auront à la maison, ceux qui vont voir ce live et qui vont déguster un petit peu ce vin en live, peut-être si vous le faites comme ça, c'est une attaque de mi-corps, un peu de gras, on sent quand même qu'il y a un petit peu de maturité poussée sur cette vendange 2019, rappelons quand même que c'est un millésime concentré, qui est solaire mais frais à la fois, c'est tout cette ambivalence en fait dans le millésime 2019 qu'on aime, c'est que c'est concentré et salin et frais à la fois, donc cette proportion de bonheur, elle vient souvent de la petite production, mais surtout de ces contrastes qui étaient assez difficiles à atteindre dans d'autres millésimes un peu aussi chauds. Là je pense que 2019 par la concentration a concentré d'autres choses et même des sensations un peu plus sapides et minérales qui vont un peu se livrer là. Donc vous voyez une attaque un peu en gras demi-sec avec pas trop de puissance alcool. J'aime bien ce cœur de bouche animé par beaucoup de sapidité, c'est très salivant, ça tire bien la salive, on garde du rythme et c'est un vin qui est donc assis sur un équilibre à 13,6 d'alcool, donc on est ni trop riche ni trop frais, trop tendu, donc d'une certaine manière en parfaite adéquation avec la saisonnalité. Et puis en bouche, des souvenirs de chardonnay longuement élevé, vous voyez, petite note de châtaigne, de noisette, ce petit côté un peu popcorn qui revient un petit peu, avec la fine réduction qui habite un petit peu la rétro-olfaction, j'aime. Et à la fois, on sait qu'on n'est pas forcément en Bourgogne, on sait qu'on est ailleurs, par ce prisme un petit peu plus oléagineux, fruits secs, qui revient en rétro-olfaction et qui nous ramène un peu plus dans des souvenirs jurassiens. Donc voilà, cette cuvée, elle marche sur un fil, elle est à la fois stylistiquement parlant très avenante, elle permet évidemment de comprendre un peu le Jura sans tomber totalement dans les codes très profonds, très prononcés, les cuvées tradition, les arbres chardonnay, vous savez, qui ont connu un peu de voile et autres. Et bien là, on rentre vraiment dans quelque chose qui se laisse un petit peu apprivoiser, qui ne donne pas totalement tout de suite. Et ça, c'est vraiment très intéressant, en tout cas pour ceux qui voudront appréhender un petit peu la région. Voilà, ça s'appelle la Vouivre, c'est 2019. Et c'est le domaine des Carlines, 4e vendange simplement pour Patrick et Sophie Ligeron. Chapeau en tout cas à eux, parce qu'évidemment c'est le rêve un petit peu de tout passionné de passer de l'autre côté et de produire du vin. Et c'est peut-être pas au départ évidemment la chose la plus évidente, surtout de caler, de trouver son style et d'imprimer un petit peu sa trajectoire. Là vous avez en tout cas, je pense, un joli coup de crayon et quelque chose d'assez abordable. Hein. C'est pas la cuvée la plus chère du domaine, ça vaut je pense un peu plus de 20 € sur le marché. Ça dépend de où vous l'achetez, peut-être 25 chez un caviste, des choses comme ça. Mais globalement c'est une belle porte d'entrée. Et c'est aussi cette fabuleuse, ça prouve évidemment que cette merveilleuse région qu'est le Jura
permet évidemment dans cette fourchette 20-30 euros encore de se régaler. Il y a beaucoup de monde dans cette belle région, pour ceux qui ont en tout cas envie d'amener des grands vins blancs de cette région à table. Alors parlons-en justement, puisque c'est un peu la transition. Vous savez que dans ces coffrets chefs-d'œuvre, on essaye de respecter un petit peu la saisonnalité, on essaye évidemment d'aller surfer un petit peu sur des différences de produits que la nature nous offre au fur et à mesure que les saisons se déroulent. Là, bien sûr, vous avez compris, hein, on est dans le champignon, on est dans le sous-bois, dans le crémeux, on est dans le fumé, on peut être dans la châtaigne, on peut être dans le torréfié, le sésame, les choses comme ça. Ça peut être vraiment des pistes vraiment très larges pour cette cuvée. Moi, je crois que le plus grand bonheur que vous puissiez rencontrer pendant cette période-là, c'est simplement des jolis cèpes poêlés. Vous les faites comme vous les aimez. Donc moi je les aime bien quand ils sont un petit peu fondants, avec un petit peu rôtis quand même. J'aime bien les cèpes qui sont bien fermes. Donc moi je les cuis voilà, sur une poêle anti-adhésive avec un filet d'huile d'olive. Au départ on les marque bien, on remet un peu d'huile après. Et une fois qu'ils commencent à cuire un peu, à perdre un petit peu de leur oxydation, pas trop quand même, vous mettez un peu de beurre, ça les colore. Vous terminez juste avec une petite persillade si vous aimez, ou même nature. Vous pouvez même peut-être les glacer, peut-être aussi avec un petit jus de veau parce que ça fonctionne aussi très bien. Moi, ce que j'aime bien faire également, si vous les glacez avec un petit jus de veau, c'est de mettre un petit trait de petit OPP. Parce que le petit OPP ou même un petit coup de Savagnin du Jura, ça apporte cette petite note. Hein, voilà. Et là, vous avez quand même les champignons qui sont juste pour ce qu'ils sont. Il y en a qui pourront rajouter des petites chips d'ail ou des choses comme ça. Ça peut être très agréable également. Bref. Le produit pour le produit, c'est vraiment ça, sur du feuilletage aussi, tout ce qui est un petit peu évidemment orienté sur le caractère un petit peu on va dire beurré, noiseté, tout ça, tout ce qui est cuit dans une tourte ou autre, ça aura évidemment un peu d'écho, des châtaignes torréfiées aussi, puisqu'on est vraiment dans la saison. Bref, vous l'avez compris, là c'est cocooning, ça peut être une belle brochette d'accords mets et vins que vous pouvez vous offrir avec ce genre de choses. Moi, j'ai du plaisir à boire ça en tout cas, et je voulais le partager évidemment avec vous. Vouivre 2019, premier chef-d'œuvre de notre coffret en route vers les étoiles. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce blanc, bien, je voulais vous parler un petit peu de la suite, de ce deuxième prix plaisir, assez fou d'ailleurs, on va en parler, de Rodolphe. Ici, copain, vous connaissez peut-être le domaine de Montfaucon, on l'avait déjà présenté chez Chef-d'œuvre il y a 3 ou 4 ans. C'est un des domaines dans la vallée du Rhône méridionale qui, autour de l'Irak, opère et fait des jolis vins. Et là, on parle de bouteilles beaucoup, aussi là très abordables, hein, puisqu'on parle de bouteilles à moins de 20 euros, donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Évidemment, on est avec des viticultures engagées, avec des styles assez infusés, qui correspondent assez bien à mes papilles. Et puis là surtout en fait c'est l'arrivée d'une nouvelle parcelle, d'une cuvée en tout cas qui s'appelle La Côte, que je voulais présenter. C'est le premier millésime pour cette cuvée du château de Montfaucon, et donc je voulais vous en parler avec évidemment l'excitation de quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose de nouveau. Alors je remercie évidemment l'équipe de DMC, Domaine Maison Château, qui m'ont fait découvrir cette cuvée, notamment Guilherme de Serval qui est volé à mon secours tout à l'heure pour m'apporter une bouteille parce qu'il m'en manquait une, et je le remercie bien sûr dans ce live. Mais en tout cas je voulais vous dire que tout ça c'est des bouteilles qu'il faut déguster à l'aveugle, sans a priori, parce qu'évidemment quand on voit Côtes-du-Rhône sur une appellation, une étiquette, on ne plonge pas forcément dans le rêve ultime, mais rappelons simplement, on l'a prouvé avec différents Côtes-du-Rhône assez intéressants. Je repense bien sûr au domaine du Clos du Caillou et des choses comme ça. On a des magnifiques bouteilles entre on va dire 10 et 15 euros, et cette fourchette de prix, la vallée du Rhône méridionale, elle ne bouge pas trop. On continue à avoir des vins assez intéressants, très fins, de plus en plus fins en tout cas, et avec je pense une progression assez remarquable sur les derniers millésimes dans ce secteur de la France, avec des rapports prix-plaisir qui ne bougent pas. Le reste des autres régions a considérablement évolué, mais la vallée du Rhône méridionale en tout cas, elle reste assez raisonnable. Et donc si vous faites un petit peu attention dans les bouteilles que vous achetez au quotidien, je vous conseille de bien regarder cette région, parce que jamais les vins n'ont été aussi bons, aussi précis et surtout aussi voilà, intéressants en rapport prix-plaisir. Donc on revient à notre cuvée du château de Montfaucon. Alors ce qui est intéressant, c'est que là vous êtes sur un cocktail vraiment méditerranéen comme on les connaît bien sûr dans ce secteur. Grenache, Syrah, Carignan, il y a un peu de cinsault dans la cuvée, et il y a un peu de cônoise aussi. On ne trouve pas forcément dans toutes les propriétés. Rodolphe de Pin, il a cette propriété donc qui s'étire sur une 50aine d'hectares. Il y a des vignes un petit peu sur différents secteurs, un peu sur l'Irak, mais on est de l'autre côté évidemment du Rhône quand on est sur le secteur de Châteauneuf et autres. On traverse et là on arrive
sur des terroirs un petit peu préservés. Ce que j'aimerais vous dire sur Section Domaine, d'abord une inspiration stylistique qui est clairement le Pinot Noir bourguignon, donc la robe, les parfums et les sensations que vous aurez autour de ces rouges du sud seront bien sûr en phase avec ce que l'on aime évidemment comme raffinement, comme floralité, comme parfum en tout cas et comme expansion aromatique sur ces grands Pinots bourguignons qui nous font tant rêver. Et bien là c'est une inspiration. Alors évidemment ça change un petit peu parce que le registre est un petit peu plus marqué par les gammes aromatiques de ce cocktail de cépage, mais sachez que le guideline en tout cas pour Rodolphe de Pin à Montfaucon, c'est finesse, finesse, finesse. Je me passerai un petit peu aussi de temps à vous dire qu'il y a des clairettes absolument remarquables, puisqu'il y a des clairettes qui ont plus de 140 ans au domaine. Certaines ont été plantées en 1870, donc c'est même plus de 140 ans, 150 ans. Et goûter des très 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 vieilles clairettes au domaine qui passent dans un demi-mude de 600 litres, sincèrement c'est un vrai voyage sensoriel, et je vous invite à creuser parce que c'est pas une bouteille qui est très chère non plus, un peu plus de 30 € pour la clairette sur cette très vieille vigne. Franchement c'est la bouteille je pense la plus chère quasiment du domaine, mais en tout cas elle est rare et elle est intéressante aussi. Alors on revient à notre cuvée la côte. Je vais changer de verre. Là ça va être un verre de chez Sidonios, vous avez peut-être reconnu. J'aime bien goûter les vallées du Rhône méridionales dans les Sidonios. Je trouve qu'ils font pas trop ressentir l'alcool et ils sont très à l'aise pour ouvrir les bouquets qui sont un petit peu infusés floraux comme ça. Donc c'est mon choix de verre pour cette cuvée. Et on restera là-dessus pour le Clos de Rochegrès après. Alors deuxième donc cuvée, je vais vous en parler un petit peu en live. L'idée c'est que vous puissiez un petit peu plonger avec moi, en tout cas ceux qui ont la bouteille à la maison, mettre des mots sur des sens et plonger vraiment dans les instances aromatiques qui sont assez subtiles ici. Alors ce que j'aimais bien tout à l'heure souligner, c'est que 2019 en Vallée du Rhône méridionale, c'est une année chaude, plutôt solaire, on le sait, les Châteauneuf ont quand même une grande puissance, mais tout autour, sans aller chercher des constructions importantes, on arrivait à faire des vins quand même précis et pas trop rôtis. En fait, c'est pas comme des années chaudes comme 2017 par exemple, où on sent vraiment que les grenaches sont brûlés, où on avait ces petits côtés torréfiés, caoutchouc, des notes pas très chic. D'ailleurs même quand on avait fait les masterclass Rayas ici, on en a fait 6 de suite, donc Dieu sait si j'en ai ouvert des 2017 d'Emmanuel Reynaud. Je peux vous assurer qu'on sent dans ce millésime 2017 le poids du soleil, hein. Voilà. Alors que 2019, on sent que c'est riche, mais on n'est pas surmûr ni rôti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence entre le trop cuit et le parfait à point, quoi, hein, on va dire. Donc c'est un peu mon sujet sur cette vendange 2019. En tout cas, j'ai apprécié le travail de Rodolphe de Pin sur cette cuvée, la côte. Alors dans le verre, vous allez voir, vous allez plonger dans un nez qui est assez enivrant quand même. Cette combinaison de framboise sauvage à l'eau de vie, qui vous amène directement sur des codes, vous savez, c'est un peu méditerranéen, de fruits crunchy, fruits du maquis, de baies acidulées un peu sauvages, avec des petites touches de thym, d'origan. On est presque sur des bouquets qui nous amènent presque en Toscane, sur du Sangiovese, mais avec cette note de tête, framboise à l'eau de vie, framboise sauvage, qui ramène un peu plus bien sûr vers le grenache. Ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a mais vraiment pas un seul pet d'élevage sur ce vin. Donc il y a zéro accompagnement, zéro déviation, et zéro sensation un peu usée, des fois du grenache qui peut être oxydatif ou autre. Là c'est vraiment très pétant, très plein. Magnifique en tout cas bouquet, et vous voyez on peut se shooter dessus, sans vous savez, avoir ce caractère, ces esters puissants qui des fois vont charger un petit peu les bouquets et qui moi me font un peu fuir. J'aime pas trop les vins qui sentent trop le soleil au nez, ou mettez le nez dessus, vite, oh là, voilà, ça va être puissant et autres. Pourtant la petite bête fait quand même 14,5, donc vous voyez c'est un jeu d'équilibre là encore, et je pense que 2019 dans cette promesse nous amène des esters alcooliques plus fins, et donc j'aime cette idée en tout cas dans le bouquet que je ressens en tout cas dans cette cuvée. Alors on parle en bouche maintenant. Je crache, hein, sinon je ne termine pas le live. Vous allez voir que là je vous le sers un petit peu, je me suis servi un petit peu sur la file de la fraîcheur, 14-15 degrés. Pourquoi? Parce que c'est là que vous aurez le fruit un peu le plus crunchy, le plus acidulé, le plus suave. Et puis, c'est là que vous verrez aussi la vraie calibre des tanins. Globalement, si vous servez un vin froid et que vous avez des tanins raides, là je peux vous assurer que ça ne passe pas. Mais comme ça, sur le fil de la fraîcheur, vous verrez le tanin un petit peu évoluer. Alors la première gorgée va être comme ça, un tout petit peu joueuse, avec des tanins qui vont venir comme ça, un peu titiller, mais d'une certaine manière, ce n'est que le premier contact, et vos papilles vont évidemment enrichir derrière, avec beaucoup de salive, la capacité qu'a votre palais à accueillir tout ça. Et donc là, eh bien, on y retourne. Et là, vous allez sentir un jus bien intense, bien étiré,
ce trait de framboise sauvage à l'eau de vie, ces notes en fait intenses d'un fruit crunchy acidulé, mûr, mais avec quand même des fibres à l'intérieur, pas quelque chose de trop remplant ni de trop sucraillon. C'est ce que je dénonce moi des fois dans les grenaches méridionales, c'est que des fois on est un peu édulcoré, on a ce glycérol un peu alcoolique qui est trop prononcé, et des fois on passe par des sensations un peu fatigantes pour les papilles. Or là, on garde du rythme, les sensations salivantes sont très bonnes, et ce vin, malgré son intensité sensorielle, est très structuré, très fibreux, très intense, avec un grain de tanin assez poudré quand même, qui rend la dégustation sur ce fil de la température assez agile. Et vous pourrez même passer sur sur ce vin, donc à des températures un tout petit peu plus intenses, on va dire de 15-16 degrés, vous verrez qu'en fait il va s'apaiser. Mais moi je vous conseille de le prendre dans la pluralité évidemment de sa proposition, où en fait vous aurez un peu plus, vous aurez un peu moins ce fruit crunchy à 16 qu'à 14, mais par contre vous aurez un peu plus de suavité encore. Et de toute façon votre vin prendra à peu près un demi-degré toutes les 3 minutes, qui est la température de la pièce, donc globalement ça va se passer assez vite. Voilà, alors donc je termine avec cette sensation assez folle d'équilibre dans un millésime solaire et dense du sud, et avec ce coup de cœur pour vous dire que bon, là, clairement, c'est les viandes qui commencent à devenir un peu sanguines, c'est la figue, c'est les dernières figues. Alors, je ne sais pas si on vous en trouve encore, mais puisque c'est peut-être un peu tard, fin octobre, mais globalement, c'est aussi des viandes un peu à la goutte, hein, le pigeon, tout ce qu'on aime bien faire un petit peu dans cette saisonnalité. Moi, j'aime bien travailler un peu le canard, la betterave, toutes ces choses-là, ça fonctionne du feu de Dieu avec ça. Il faut essayer, évidemment, de marier un petit peu tout ça. Si vous êtes végétarien, faites même un contraste tout autour de la betterave, hein. On peut faire des recettes magnifiques de betterave cuites sous vide, rôties après, etc. Il y a plein de choses qui fonctionnent très très bien avec ce genre de vin si vous êtes végétarien. Mais en tout cas, sachez que c'est un rouge qui est très intéressant au contraste des viandes un petit peu sur la pointe comme ça du sang quand vous les servez rouges. Donc plutôt les viandes rouges, évidemment, dans cet univers qui seront intéressants à déployer. Si vous aimez par contre les cuissons un petit peu plus longues, et moi j'aime bien évidemment cette saisonnalité parce qu'on sort les cocottes, on cuisine. L'autre fois on a fait un veau maringot ici chez Chef d'Œuvre, vous savez ces cuissons un peu de 2 heures dans le four là, avec ce caractère un peu tomaté, cette viande fondante, ce sucre de la viande qui sont un petit peu là, sans aller sur du veau mais peut-être sur une autre viande, par exemple du bœuf, et donc un ragoût de bœuf ou un ragoût d'agneau, évidemment, peut-être un peu italien dans l'esprit, avec de la tomate, du céleri, avec tout ce qu'on peut mettre un petit peu dedans, le tout cuit évidemment très lentement avec du liquide et qui va à la fin faire une viande assez déliée. Eh bien c'est vraiment très intéressant à mettre en contraste avec ça, puisque évidemment ces sensations un petit peu méditerranéennes. Alors vous pouvez jouer avec l'olive, vous pouvez jouer avec l'origan, vous pouvez jouer avec la tomate confite, vous pouvez jouer avec plein de choses. Tout ce que, évidemment, le prisme des grenaches Syrah Mourvèdre du sud de la France, des GSM, ou alors là vous n'avez pas de Mourvèdre, mais globalement les Carignans aiment bien aussi, en sensation et en contraste. Donc bref, que vous soyez sur la goutte de sang, sur un beau pigeon, ou que vous soyez évidemment dans une cocotte avec un ragoût, vous serez pas du tout, il n'y aura pas du tout de fausses notes avec ce Côte du Rhône, qui, rappelons-le, donc lui joue plutôt dans la catégorie de la bouteille qu'on ouvre un vendredi soir, vous savez, donc, ou un dimanche midi pour un truc décontracté. On ne fait pas le concours de la plus grande bouteille et de celui qui aura la plus grande longévité, même si je pense qu'avec cet équilibre-là, cette bouteille de 2019 ira assez loin. Moi, pour la petite anecdote, j'avais gardé des châteaux de Montfaucon, de certains millésimes, sur des millésimes un petit peu tendres, un peu frais, comme 14, 15 et autres, dans ma cave. Et franchement, quand vous les goûtez à 7-8 ans, c'est pas totalement stupide. On n'a pas la même intensité, le même panache fruité, mais par contre, tout est posé, tout est assez harmonieux. Et pensez évidemment que ces appellations un peu plus simples, comme Côte du Rhône, ne fassent pas des vins de garde. C'est aussi là un petit peu raccourcir les messages. Et donc ça sera d'une certaine manière mon conseil, c'est de regarder un petit peu ces bouteilles comme aussi des vins de demi-garde, pas simplement comme des vins d'instantanéité et de plaisir spontané, puisque de toute manière, personne ne fait l'effort, on va dire, de garder ces bouteilles alors qu'elles ont beaucoup à vous offrir. Et donc, voilà, petite parenthèse évidemment sur la longévité et le potentiel de ces vins. Plus ça s'ouvre, plus c'est intense là. Mais il y a un petit fond de fleurs et de violettes qui viennent avec là. La Syrah qui revient un petit peu quand même dans le fond du verre. Je ne crache pas, puisque je trouve que c'est un rouge du sud qui donne soif. Et c'est assez rare pour le souligner. Alors, maintenant qu'on a parlé de cette cuvée au rapport prix-plaisir assez dément, eh bien on va remettre un petit peu le curseur sur le Beaujolais. Alors Château des Jacques, personne ne connaît pas, on va dire. Le Clos de Rochegray, vous l'avez déjà dégusté pas mal de fois dans des soirées chefs-d'œuvre. On a ouvert plein de millésimes anciens. On a essayé de vous faire voyager pour cette proposition évidemment qui est dans le giron de chez Jadot. Moi j'appelle ça un piège à sommelier, j'appelle ça un piège
à professionnel, et puis surtout, c'est surtout la bouteille que tout le monde aime servir un petit peu quand on a bu tout, et parfois des trucs immenses, mais qui remet un peu l'église au milieu du village, et qui nous ramène simplement à une pensée, à une philosophie, c'est de se dire que les grands terroirs, il y en a partout. Maintenant, pour révéler des grands terroirs, il faut mettre des petits plats dans les grands, il faut un public en face, mais il faut surtout du temps. Et je pense que jamais le Beaujolais n'a été aussi convaincant qu'aujourd'hui. On était encore avec Mathieu il y a 15 jours à Morgon, chez Louis Côte-des-Vignes. On était bien sûr dans ce secteur merveilleux qu'est Moulin à Vent, et aussi un petit peu à côté dans les appellations voisines. Et je peux vous assurer que quand on voit ces coteaux, quand on voit ces granites, quand on voit ces espaces ventés, quand on regarde l'histoire aussi, parce que c'est là que c'est important, l'histoire du Beaujolais, c'est quand même assez dingue. Dans les années 20, les grands vins de Bourgogne étaient valorisés à la même hauteur que les grands vins du Beaujolais, et particulièrement de Moulin à Vent ou de Morgon. C'est quand même assez dingue de savoir ça, et de se dire qu'en fait, les années, l'économie, toutes ces choses qui se sont passées, et particulièrement aussi la simplification des messages du Beaujolais nouveau, nous ont amené en fait à faire effondrer le potentiel terroir de certains endroits. Et ça, en tant que professionnel du vin, sommelier passionné et qui aime partager avec vous tous ces messages, j'aimerais simplement vous inviter d'abord à regarder un petit peu les cartes, les anciennes cartes, les vieilles classifications du 19e siècle qui existent. Il y en a une très très bonne, si vous voulez, je vous la mettrai. Qui vous permettrait de classer en première classe, de première à cinquième classe, tous ces crus évidemment du Beaujolais qui sont extrêmement intéressants, et qui nous ramènent en fait à un petit peu de sérieux sur le potentiel géologique des lieux, et la particularité des terroirs hautes coteaux, parce que là on est vraiment dans la partie haute des coteaux de Moulin à Vent. On n'est pas tout à fait dans la même veine que ce qu'on a sur les taurins et tous ces terroirs là ici que vous connaissez à Romanèche, qui sont des terroirs de légende pour le Beaujolais. Mais le Clos de Rochegrès, ça fait partie des secteurs un petit peu hauts en altitude, qui offrent évidemment ces potentiels maturité, fraîcheur, qui sont excellents, et donc sur lesquels on va vraiment au bout des messages en termes évidemment de plonge de maturité, mais surtout après d'enracinement, puisqu'on est sur, et puis de lecture terroir, puisqu'on est sur cette promesse entre guillemets de la maturation un peu ralentie avec ces terroirs vantés. D'ailleurs, on était sur le spot il y a donc 15 jours, et on était dans ce secteur, ce couloir un peu vanté là, absolument dingue ici, avec où on voit en fait ce que en fait les couloirs de vente proposent évidemment en termes bien sûr d'état sanitaire pour les raisins, mais surtout après en termes d'équilibre, maturité, fraîcheur. Bref, alors vous connaissez Château des Jacques, je vous en parle même pas, c'est une grosse propriété dans laquelle évidemment il y a des vins de copains, des vins de machin. Moi, je pense que quand on attaque quand même les parcellaires comme les Carquelin et les Rochegrès, là on rentre dans la conversation assez sérieuse. Et moi je peux vous assurer que j'aime beaucoup. Je voudrais également une parenthèse avec... salut Delphin, je commente en même temps que je vois les petits commentaires passer. Une petite parenthèse sur la vinification, parce que c'est important aussi de ramener un petit peu le potentiel de Moulin à Vent à son plus haut niveau. Moi je suis évidemment pour cette appellation, et pour d'autres aussi, un des fervents défenseurs d'une vinification évidemment où on sort évidemment du carbonique. Le carbonique, ça fait des empreintes stylistiques, ça fait des styles, ça fait des fois des super canons, mais avec, je trouve, une forme de simplification de la majorité des terroirs, ou même du millésime. Et ce que je trouve agréable, c'est bien sûr se taper une quille. Alors vous connaissez tous les Morgons de Foyard et tout ça, mais moi sincèrement, si ces vins me régalent pour un instant, je trouve que c'est pas la même lecture des lieux. Et j'aime la vinification où on rentre un petit peu plus dans un jus un peu plus sérieux, et surtout sur des promesses de longévité supérieures. Et Dieu sait s'il y en a évidemment dans les terroirs de Moulin à Vent. Donc voilà, je prêche pour que vous soyez concentrés maintenant sur ce genre de grands vins, qui d'ailleurs sur le gamay, quand ils sont égrappés, comme c'est le cas ici, ramènent peut-être un petit peu plus de similitude par rapport à ce qu'est le pinot noir bourguignon. Et on s'aperçoit en fait que sur une belle année, quand c'est bien mûr, quand il y a de la fraîcheur, quand c'est pas totalement rôti, parce que ça a été le cas sur certains millésimes en 2018, on s'est un peu ennuyé des fois dans des gamay qui faisaient 14,5, 15 et qui avaient plus des accents sudistes que du nord de Lyon, quoi. J'aime bien cette idée, moi, qu'on ait cette profondeur sensorielle assez proche du pinot.
Et j'aime bien cette lecture en tout cas de Cyril Chirouz, donc que je salue au passage, qui d'ailleurs, vous l'avez vu peut-être dans la presse, devrait prendre ses fonctions au Clos Rougeard, excusez du peu, très bientôt, puisqu'il a été évidemment à la tête de la vinification au Château des Jacques pendant toutes ces années, puis maintenant il arrive avec ce poste un peu irrefusable évidemment à Saumur-Champigny. En tout cas, j'ai adoré moi ce 2018, et donc là je voulais évidemment vous parler de ça. Alors 2018 c'est une année avec un peu de raisin, avec de la chaleur, un millésime qui rappelle un peu les 2009, vous voyez, si vous avez ça en tête, 2009 c'était un millésime comme ça, un peu de rendement, avec un petit peu de chaleur. Franchement, les 2009 aujourd'hui, ça goûte comme on dit, hein, voilà. Même si c'est pas aussi énergique et frais que les 10 par exemple, moi j'aime bien cette année-là, et je trouve que dans le Beaujolais, en tout cas, c'était une belle année. Donc je voulais partager un petit peu avec vous ce coup de cœur, et simplement vous ramener sur l'équilibre. Alors, déjà, première chose, le Clos de Rochegrès, c'est 13,5 d'alcool sur 2018. Ça, j'ai trouvé ça assez remarquable. On n'est pas trop riche, on n'est pas trop puissant, et on tombe pas dans le confit, alors qu'il y a beaucoup de 2018 sur mon avant qui m'ont des fois un peu... Voilà, un peu trop de chevaux, un peu trop de puissance. Question évidemment d'agilité des viticulteurs en fonction de la taille du domaine, en fonction de la capacité qu'ils ont à les saisir des raisins, mais aussi après en fonction un petit peu de leur feeling, hein, voilà, et du style qu'ils veulent imprimer. Moi, je suis pas trop sur les bêtes à concours, les choses comme ça. J'aime bien les Beaujolais où on sent encore un peu la roche, où on sent un très bonne fraîcheur salivant. Et j'aime surtout cette idée, en tout cas, que les messages soient un petit peu plus élancés et frais. Bref, alors cette... bouteille de 2018, ben vous allez voir, moi elle m'a plongé dans un fond de noyau. Vous savez, ce petit côté, là sincèrement, la robe est un peu plus dense qu'un pinot, hein, mais vous prenez un Gevrey Chambertin 2018 chez quelqu'un qui est grappe, qui met un peu de bois, etc. Je peux vous assurer que côte à côte, à l'aveugle, il y a match. Enfin, il y a match sensoriel, c'est sûr. Il y a match aromatique, parce qu'on est vraiment sur cette promesse-là. Donc on plonge vraiment dans un espèce de marmelade de burla là qui nous emmène comme ça sur des sensations assez envoûtantes. On monte dans le cerisier, on descend plus trop, vous voyez. Et puis après on a ce caractère un peu aromatique, un tout petit couvert de l'élevage, mais très fin, beaucoup plus que ce qu'il l'a eu été. Moi j'ai connu des Clos de Rochegrès un peu plus ambitieux, des fois un peu plus marqués, un peu plus torréfiés, des choses comme ça. Donc on lève un peu le pied. Ce que j'aime bien en tout cas sur l'élevage, même si c'est un millésime qui était un petit peu solaire avec de la densité et du rendement, eh bien on n'a pas trop extrait de cette sensation un peu empyromatique et toastée, et j'aime cette idée en tout cas que le fruit soit évidemment sur le devant de la scène, puisque c'est ce que évidemment on recherche tous dans la naissance en tout cas d'un joli vin, sa précision et bien sûr la netteté de son fruit, c'est la promesse de tous les grands vins. En tout cas, good luck si vous mettez ça à l'aveugle à des potes, je peux vous assurer qu'au nez, ils vont traverser la côte de nuit, je pense, quelques fois avant de redescendre dans le Beaujolais. Et au bouquet, en tout cas, c'est pas évident du tout. J'en garde quelques-unes chez Chef-d'œuvre et on va les servir à l'aveugle dans des belles soirées, croyez-moi. Même constat en bouche. Alors, la bouche, clairement, on n'est pas aussi fin que le pinot. Dans la trame des tanins, on n'est pas tout à fait sur la même chose que le pinot, qui pourra être, on va dire, un petit peu plus calibré, un peu plus classe architecturalement. Et ici, on parle évidemment de belles appellations comme Gevrey, parce que la promesse aromatique est là. On s'aperçoit un peu là qu'on serait descendu un peu dans le bas du coteau, où on est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus crunchy. Mais par contre, quel jus, quel plaisir. Moi, je trouve ça très salivant, très suave à la fois, et surtout très abordable maintenant. J'ai connu des Clos de Rochegrès, on avait adoré les 2015 par exemple, mais qui étaient partis pour une longue carrière en cave. Là, je trouve qu'il y a une forme de diplomatie assez intéressante, un jeu de maturité, je te donne, mais je te donne pas tout de suite. On est dans ce combo où en fait on peut déjà en apprécier un petit peu les contours sans forcément évidemment vouloir claquer toute la caisse dès maintenant. J'aime cette idée, moi en tout cas, qu'on soit sur un vin de 10-15 ans de garde avec ici déjà un peu de plaisir et surtout enfin, une vraie précision et un vrai ressenti en fait de la minéralité. On sent qu'on n'est pas simplement sur quelque chose de sphérique et de aromatique. On est sur quelque chose qui a un petit peu de racine et quand on va à la bouche, évidemment quand on se concentre un petit peu, on a du granit. Le granit, ça effile les bouches. Ça donne des choses un peu plus épurées comme ça. Ça finit pas en fait,
c'est très intéressant hein, d'ailleurs. Si vous faites des dégustations comparatives de crus dans le Beaujolais et que si vous allez vraiment dans la complexité des messages, vous verrez les textures, les architectures changent évidemment en sensation. En tout cas, moi j'aime cette finale de bouche un petit peu effilée comme ça, salivante, qui pinote presque, mais avec voilà un petit contact, un tout petit peu plus de poivre, peut-être et de violette. En tout cas, c'est tout ça qui nous ramène un petit peu à cette promesse des gamets quand ils sont vinifiés, un petit peu plus à la bourguignonne, comme c'est le cas clairement ici, et dans lesquels on retrouvera un petit peu de jutosité, de fruits, sans être trop confit et trop compoté. Puis là encore, sans être aussi dans d'autres propositions. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Moi aussi, j'aime les gamets en vendange entière. J'en goûte pas mal. Et on adore évidemment ce qui se passe en ce moment parce qu'on n'a jamais été aussi mûr, on n'a jamais été aussi... jamais les vins n'ont été aussi valorisés. C'est aussi ça que je voudrais vous dire, c'est que on ne fait pas de grands vins dans cette région sans prendre des décisions qui intensifie la qualité. Moi, je pense qu'il est le grand temps maintenant que le Beaujolais tire vers le haut et que cette valorisation, entre guillemets, des belles cuvées, des beaux terroirs et autres, rejoigne petit à petit, on va dire, l'histoire et la reconnaissance qu'on leur a un petit peu donnée avant. Et je milite un petit peu pour ça parce que, non pas pour que les bouteilles soient plus chères, mais parce qu'on donne envie, pour qu'on donne envie un petit peu aux consommateurs, aux amateurs que nous sommes, que vous êtes, en tout cas, qu'il faut garder ces vins un petit peu et voir leur trajectoire dans le temps. Parce qu'en fait, donner du temps à une grande bouteille, c'est revenir un petit peu finalement au potentiel des lieux. Et donc, je crois qu'il faut que chacun et chacune entende un petit peu ces messages, qu'on arrive à regarder ailleurs. Il y a 20 ans, on disait que le Languedoc ferait que qu'on faisait des vins de coopérative. Regardez aujourd'hui la proposition. Même combat pour le Roussillon. Regardez la Corse il y a 20 ans, regardez aujourd'hui. Tout ça, c'est évidemment quand les grands auteurs trouvent en face leur marché. Ça passe par la valorisation des vins et donc par un public un peu plus concentré et surtout un petit peu plus amateur de vins qui se posent avec les années. Voilà, je termine avec cette parenthèse. J'arrête de militer évidemment et enchaîne directement donc avec la conclusion de ce coffret En route vers les étoiles. Vous avez compris que une saisonnalité d'abord, avec cette promesse de cette cuvée Lavouivre, 4e millésime, donc simplement pour ce néo-domaine de Maître Vignoble sur Château-Chalon. Deuxième coup de cœur donc sur la côte, cette nouvelle parcellaire de Rodolphe Depin, 1er millésime pour cette parcellaire au château de Montfaucon, avec ici le sud sans trop de stigmates du sud, intéressant. Et puis bien ce retour en grâce du Clos de Roche-Grès, voilà, 13,5 d'alcool sur un profil très bon. Moi j'ai adoré, j'ai applaudi en tout cas, et bravo à toute l'équipe de ce château des Jacques qui, malgré évidemment les années et les modes, arrive à traverser tout ça avec pas mal de panache. Je terminerai simplement avec un petit mot sur évidemment les associations mets et vins possibles. Je pense que vous l'avez compris à la dégustation et vous allez pouvoir évidemment, plus vous dégusterez ce Clos de Roche-Grès, plus vous comprendrez qu'en fait c'est des messages quasi de Pinot qu'on attend sur la partie nourriture, l'accompagnement. Et moi je pense que, alors soit vous le buvez sur le caractère juteux, fruité et autres, et là vous combinez évidemment les possibilités qu'on évoquait tout à l'heure avec le Côte-du-Rhône-la-Côte, les viandes un peu au sang, la goutte, le rôti, des choses comme ça pourra fonctionner très très bien. Un grand rôti de bœuf, je pense que ça fonctionnera évidemment très bien, mais simplement si vous l'amenez un petit peu dans le temps, vous verrez que là c'est une autre partition. Moi j'aime travailler les viandes un petit peu plus sauvages, pourquoi pas la partition de la chasse. C'est vraiment intéressant de voir un petit peu un vieux gamay, quand il commence à avoir ce caractère un petit peu plus sauvage, épicé, qui ressort avec de caractère un peu automnal aussi qui s'invite. Là, vous avez des très très beaux mariages à faire sur des gibiers à plumes, sur des petites choses comme ça. On peut faire des choses vraiment très très belles. Mais évidemment, on n'y pense pas parce qu'on les a pas en cave. Alors, mon conseil, voilà, franchement, à 25-30 balles les bouteilles de parcellaire dans le Beaujolais, mettez-les en cave, attendez-les et rendez-vous dans 7-8 ans, vous verrez un petit peu ce que le potentiel terroir de la région peut offrir. C'est mon message. Bon, maintenant qu'on a été assez militant comme ça pour ces appellations et qu'on est sorti un petit peu des régions qui sont les notes qu'on adore de présenter chez Chef-d'œuvre, je vous parle un petit peu de ces coffrets donc qui s'étirent un petit peu autour de ce triptyque, puisqu'on ne va pas représenter un peu toutes les cuvées, vous l'avez compris. Moi, ce que je voulais un petit peu, c'était préciser un des vins qui a été souvent à l'affiche chez Chef-d'œuvre, mais que j'ai adoré sur 2020. Et en fait, comme il n'y a quasiment pas de 2021, on a été
un peu évidemment militant pour pouvoir vous faire redéguster ce Langhe Nebbiolo de Marco Parusso. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, peut-être que d'autres ne connaissent pas. Moi, je vais vous parler un petit peu de ce domaine que je connais depuis plus de 20 ans et qui a toujours été pour moi une note de cœur sensorielle. J'adore le style de Marco Parusso. J'adore d'autres styles à Barolo, mais celui-ci, c'est vraiment une Madeleine de Proust. C'est un premier contact avec Barolo pour moi quand j'ai commencé ma carrière. Et j'aime trop le style, et j'aime trop surtout Marco Parusso lui-même. Donc déjà, on sortira évidemment la note artistique parce que la note de cœur est trop belle pour cette propriété. C'est un domaine que je vous invite vraiment à aller voir si vous allez à Monteforte d'Alba. Parce que d'abord, Marco travaille avec sa sœur. Et franchement, c'est des gens qui vous frappent par leur accueil, leur gentillesse, mais aussi par leur vision et leur storytelling. Et je vais vous raconter un petit peu comment ils font les vins, parce que ça a le mérite, ça va faire bondir peut-être s'il y a 2-3 personnes du monde du vin qui nous écoutent, et 2-3 personnes un peu dans l'œnologie, dans la vinification. Vous allez voir, c'est assez fun à écouter, puisque en fait, Marco Parusso, donc évidemment, il opère sur le vignoble de Monteforte d'Alba. Vous voyez évidemment les très beaux terroirs et les grands crus qui s'y adossent. Boussia notamment, qui fait partie un petit peu de la gamme de Marco. Mais ce domaine, en fait, il a toujours été un petit peu à part dans la manière de traiter les raisins à la réception de la vendange. Et je vais vous expliquer un petit peu comment il voit ça. Alors là, vous avez affaire à soit des jeunes vignes de Barolo, pour ce Langhe Nebbiolo, et soit des différents assemblages. Mais en tout cas, les raisins sont tous vinifiés de la même manière, ça c'est important de le souligner. Si vous êtes d'ailleurs sur le site de Marco Parusso, vous le verrez, je pense, vous pourrez découvrir un petit peu la vision et un petit peu la réflexion qu'il y a derrière. Le Nebbiolo est un cépage tardif. Nebbiolo, ça vient de Nebbia, ça veut dire brume. On récolte ce cépage relativement tard, souvent en octobre. Et ce cépage, en fait, il a des grosses fraîcheurs et des gros tanins. Donc des composés polyphénoliques qui font que, bon, si vous voulez aller chercher très tard en haute maturité, souvent, vous êtes à 14,5, ce qui des fois déclenche des bouquets assez puissants, et puis des fois des extractions, et particulièrement sur certains villages, comme par exemple, si vous allez sur les villages de Serralunga, par exemple, avec des trames d'argile très particulières, vous allez faire des vrais tanins carrés avec des bouches. Là, il faut se prendre un fouet et puis se dire, bon, rendez-vous dans 20 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le moment. Et donc, le Nebbiolo, ça peut être très capricieux, ça peut être très dur, ça peut être magique, et ça peut être, je pense, le plus grand prisme de vin de lieu aussi qu'on peut avoir en Italie. Et on aime évidemment comparer le Piémont et la Bourgogne, parce que c'est vrai qu'à 15 ou 20 ans, les Nebbiolo, quand ils ont 15 ou 20 ans et qu'ils sont bien nés, je peux vous assurer que à l'aveugle, sur des vieux Bourgognes, des fois c'est assez chaud. En tout cas, moi j'aime cette idée que ce cépage pompe très bien les vins les parcellaires, et qu'il donne évidemment la possibilité d'aller dans la conversation. Alors, ça se passe pas sur un Langhe Nebbiolo comme ça, mais ça se passe sur plein d'autres choses, et je vous inviterai à creuser un petit peu toutes les parcellaires que vous pourrez trouver soit au domaine, mais aussi chez les voisins, parce que là, on est vraiment dans cette idée, en tout cas, du prisme, un terroir, un cépage, un microclimat et un savoir-faire. Et donc, dans cette bouteille de Nebbiolo de chez Marco Parusso, vous allez d'abord comprendre un peu le style et la pâte, parce que là, il y a vraiment une pâte, c'est très marqué. À l'aveugle, je mets un quart de seconde à reconnaître la pâte de Marco Parusso. Et donc tout ça passe par un petit peu par d'abord une réflexion sur le raisin. Donc le raisin, quand il rentre dans des petites caissettes, tout est vendangé évidemment à la main, comme dans les règles de l'art, avec des viticultures qui sont aussi, elles aussi, un peu poussées. On fait vraiment des grands vins avec des sols vivants, ça Marco vous le dira. Mais surtout après, on récolte les raisins dans ces petites caissettes, et ces petites caissettes, elles vont être mises dans une pièce qui est un peu ventilée, qui n'est pas forcément climatisé, c'est pas un frigo, quoi. On fait pas de refroidissement de la vendange pour faire de la vinification en macération à froid comme on pourrait imaginer le faire. Mais ces caissettes, elles restent là, et avec un endroit qui est un peu venté, et où il y a un souffle d'air. Et lui, Marco, il pense que c'est une période, et ça c'est assez croustillant comme anecdote, c'est une période de déstressage de la vendange. Globalement, il montre par des photos ce qu'il se passe avec la rafle quand elle est à J0, à J plus 1, à J plus 2, etc. Et donc globalement, il se passe une petite semaine entre le moment où le raisin est récolté, mis dans sa caisse dans cette période de déstressage, et le moment où il est vinifié avec la rafle en grappe entière. Et donc tout ça nous ramène en fait à la réflexion sur la qualité de la rafle, bien sûr, la maturité de la rafle, mais aussi sur le fait que cette rafle continue à donner à la baie, au fur et à mesure qu'elle a été coupée, une partie de la photosynthèse qui a été engagée. Et donc,
cette rafle, elle brunit, mais elle va donner un peu plus de ses sucs élaborés, on va dire. Et donc, on va donner un dernier coup de message au raisin sur une vendange assez tardive quand même, in fine. Et la floralité, le pot pourri, la rose ancienne, tous ces bouquets en fait que vous avez retrouvés dans ce Nangue Nebbiolo vient intrinsèquement du fait que c'est vinifié avec des rafles mais qui sont assez séchées, assez mûres, un peu brunes. Et donc si vous êtes curieux, allez voir le site de Marco Porruso, il explique assez bien ça. Il explique un petit peu comment en fait les Barolo du domaine sont vinifiés, tout simplement. Tout est fait de la même manière. Et alors c'est marrant parce que ça a été extrêmement dénoncé. Il y a même des propriétaires voisins qui ont dit c'est relativement moderne. Et en fait, pas du tout, puisque c'était son arrière-grand-père qui faisait déjà ça à la propriété. Bref, ça nous amène évidemment à la conversation de ce millésime 2020 que j'aime plutôt bien dans le Piémont. 2019 est un énorme pétard en Barolo. Franchement, il faudra que vous ne pas les rater. Mais là, ils viennent de sortir. Enfin, ils sortent en ce moment. C'est 3 ans après la récolte en général hein, pour les vins de Barolo Barbaresco. 4 ans ou voire 5 sur des parcellaires, des fois des réserves beaucoup plus, mais globalement ce que vous avez sur la bouteille ici, c'est une mise sur le marché 2 ans après la récolte. Alors dans ce verre, vous allez pouvoir plonger un petit peu dans les instances, le bouquet des Nebbiolo à la Marco, comme on les annonce ici nous chez Chais d'Œuvre, avec ce côté un petit peu pot pourri mais avec un peu d'essence dedans. Vous voyez, une essence assez forte, une puissance aromatique et sensorielle qui en fait nous amène à quelque chose d'assez envoûtant, un peu riche, un peu et c'est un vin qui sera très expansif. N'hésitez pas vraiment à le carafer, ça sera de plus en plus intense. Même si la structure alcool est pas très forte, ça fait 13,5, ce qui sur des Nebbiolo, moi j'ai pas connu beaucoup de millésimes à 13,5 sur les vins de Marco Porruso à Barolo. Je me rappelle des 2007, des 2008 qui étaient comme ça sur cette frange en fait de maturité acidité. Quelques autres millésimes, mais parce qu'ils étaient des accidents un petit peu climatiques comme 2014, 2018, pas terrible franchement, et le fond du vin n'était pas génialissime. Mais par contre, sur les maturités abouties comme ça et l'équilibre alcool, moi j'aime cette idée en fait que le Nebbiolo est un peu de fraîcheur quand même et un peu d'accessibilité, que ce soit pas juste un bloc puissant, structuré, etc. Donc voilà, j'aime bien cette idée que dès 2020 et ça me ramène en fait dans des souvenirs. Voilà. Donc là, quand on a quitté un petit peu la phase et que le vin s'ouvre, évidemment, vous allez tomber donc dans ce côté un peu rose ancienne, rose fanée, pot pourri, lavande. Cette petite dimension aussi cerise amarenne qui est intéressante parce qu'elle vous plonge un petit peu dans des instances que le Nebbiolo sur Barolo propose généralement, ce côté un peu kirché, on va dire, hein, sur le fond du bouquet. En tout cas, c'est un vrai shoot. Pas trop d'élevage sur cette cuvée. Il y a peu de barriques qui sont évidemment qui arrivent à la rescousse. On ne veut pas faire ici une cuvée parcellaire de Barolo. On est en train de faire un Langhe Nebbiolo, donc une cuvée accessible, 20-25 € si vous l'achetez, quoi. En tout cas, quand vous aurez passé un petit peu le phénomène d'ouverture, vous verrez que c'est assez envoûtant comme bouquet. Allez, en bouche. Vous voyez, mon verre givre un petit peu. Je le sers volontairement à une température un peu fraîche. Moi, je me rappelle quand on travaillait au Royal Monceau, je le servais un petit peu frais. Parce qu'en fait, ce vin, il est hyper appétant. Et à la fois, c'est pas trop capricieux. Faites ça sur un Barolo, franchement, c'est la sanction directe parce que les tanins sont beaucoup plus scabrés, beaucoup plus debout face à une matière comme ça. Par contre, si vous le faites sur un Langhe où on n'a pas été trop loin dans la puissance, eh bien, vous avez quelque chose de relativement diplomate et d'assez suave et avenant. Donc bref, cette cuvée de Langhe Nebbiolo de Marco Porruso, que certains ont reçu dans leur coffret, donc absolument rouge, 3 bouteilles, par exemple, ou bien même dans l'autre coffret que vous avez évidemment, eh bien, ça fait partie de ces plaisirs qui sont en fait des portes d'entrée de Marco Porruso dans sa gamme et de Barolo, voilà, des baby Barolo si vous voulez appeler ça comme ça. En tout cas, je terminerai avec cette bouteille là. Ce que j'aime en tout cas dans les grands vins italiens, c'est qu'ils font passer quand même de la puissance, un peu de sève, un peu d'intensité, pas trop de sucrosité. Et vous voyez, j'avais encore hier midi, j'étais encore au restaurant, j'ai bu dans un restaurant
à côté de la maison, italien, un vieux Vino Nobile dei Montepulciano de chez Poliziano, c'était en 2010. Et en buvant la bouteille qui était tombée par terre, qui valait une misère sur la carte des vins en plus, je me suis dit, la classe des vins italiens, ça passe par ces sensations hyper salivantes, et puis ces messages qui sont plus crunchy, plus acidulés, malgré évidemment la climatologie, des fois, ou même ces maturités plus abouties, plus puissantes, ou plus structurelles, partout où on se trouve. Et quand on regarde la carte de l'Italie d'un point de vue climatique, on pourrait se dire, mais en fait, mais c'est tout cet enjeu aussi des cépages qui ont une griffe, un tempérament, un caractère particulier, et qu'on compose avec du Sangiovese ou avec du Nebbiolo comme ici, ou que ce soit de l'Aglianico, il y a plein d'autres choses. Moi j'aime cette idée en fait du contraste et des sensations de puissance et d'intensité aromatique et des fraîcheurs sensorielles et bien salivantes. Et l'Italie pour ça c'est absolument magique. Je vous invite à creuser un petit peu évidemment toute cette richesse en paléographique parce que c'est quand même le premier producteur de vin au monde. L'Italie, ça fait partie évidemment de ces grands pays du vin et dans lesquels, alors il faut creuser un petit peu dans les domaines pour ne pas tomber dans les produits totalement commerciaux, mais globalement, c'est intéressant de savoir que ces cépages, ces régions et ces produits sont nés comme ça sur ces idées de contraste et qu'ils ont un petit peu, comme on l'a vu tout à l'heure, eux aussi, malgré le positionnement par exemple de ces cuvées assez abordables, des magnifiques longévités. Hein, les grands vins, c'est pas juste les grands crus classés à 500 balles la bouteille, c'est aussi autre chose, c'est aussi une capacité à emmener en fait des plaisirs un petit peu ailleurs. Mais ça, il faut une petite discipline, il faut surtout être un peu malin quand on les achète, en tout cas quand on mesure les rapports prix-plaisir. Alors voilà, je terminerai simplement cette vidéo en vous disant que aujourd'hui, les phénomènes d'inflation que vous avez sur les coffrets, enfin sur les vins et sur la majorité des grands vins, ils sont un peu inéluctables. Il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens considérables et ceux sur un échiquier mondial. Et donc, ces grands vins-là, en tout cas qu'on aimait mettre en cave et garder longtemps, vont un peu nous échapper. C'est pas très grave, ça va faire une petite place à d'autres. Mais surtout, en fait, ça nous ramène un petit peu à une réflexion, c'est est-ce qu'il n'y a que ça? En fait, c'est un peu mon point pour terminer cette vidéo. Et vous dire que rien n'est forcément écrit simplement dans le marbre en disant mais là c'est absolument dingue, ça vieillira 50 ans et ça ne vieillira pas. Hein, ça c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut tordre le cou. Il y a des grands vins et souvent on ne soupçonne pas le potentiel de ces grands vins sur certaines appellations. Des fois on ne fait pas même l'effort de les garder. Et donc moi je voudrais évidemment vous inviter à mettre en cave, et moi je l'ai fait dans ma carrière plein de fois, des bouteilles avec des prix plaisir fabuleux. Moi par exemple des vieux Clarendon de Gavotti, des vieux Château Simone, des vieux Savenières que j'avais payé une misère à une époque, aujourd'hui des vieux millésimes, des Sancerre parcellaires, des choses comme ça. Tout ça nous ramène en fait à la réalité du monde des grands vins où en fait il y a un potentiel de garde pour tout le monde. Et bien sûr, il faut choisir les beaux millésimes pour ça et les bons domaines, mais globalement, on a beaucoup de belles choses à aller chercher dans tout ce qui est rapport prix-plaisir. Et vous voyez, on a créé Chef-d'œuvre il y a 10 ans. Les prix des bouteilles de vin, évidemment, étaient très différents à l'époque. On pouvait mettre des Chassagne premier cru dans vos coffrets, on pouvait mettre plein d'autres choses. Aujourd'hui, c'est bon, clairement plus possible, mais on est fiers de l'avoir fait et d'avoir un petit peu, des fois, été un petit peu en avance pour mettre sous le projecteur certaines cuvées, certains millésimes, certaines parcelles ou certaines bouteilles qui maintenant, bon, voilà, ont pris un petit peu leur rythme, mais en tout cas, le vin est en perpétuelle évolution et surtout le savoir-faire. Mais le climat nous aide un petit peu aussi. Le climat, oui, le climat est plus chaud, oui, le climat, voilà, mais il n'est jamais un avant-danger aussi mûr et sain qu'aujourd'hui. Et donc, dans ce tableau un peu pessimiste qu'on a tendance à se faire, on voit évidemment qu'il y a des réactions très intéressantes, d'abord de la part des viticulteurs qui arrivent évidemment à contrecarrer un petit peu tout ça et à revenir à des viticultures qui vont permettre à la plante de s'améliorer et d'améliorer un petit peu la maturation de ses baies. Mais surtout après, voilà, rien n'est trop tard. Et puis surtout après, on est en train de redistribuer un petit peu les cartes. J'aime cette idée-là, moi en tout cas, que les cartes soient un petit peu redistribuées et que qu'on soit évidemment les spectateurs, prix par prix, plaisir par plaisir, pas pour comparer un échezeau avec un moulin à vent, c'est pas le sujet. On est en train de dire qu'il y a des grands vins et des belles choses à garder. Bref, vous avez compris que ce coffret de chef-d'œuvre d'octobre, eh c'est bien sûr des rapports prix-plaisir intéressants, c'est surtout après des belles histoires parfois, des coups de cœur. En tout cas, c'est à chaque fois quelque chose moi qui me ramène un petit peu à ce qu'est l'idée du vin, c'est-à-dire une boisson. Restons un petit peu sur ça, je pense qu'il faut rester sur terre en tout cas, pour ceux qui le vendent, pour ceux qui le font, pour ceux qui le boivent aussi. Les réseaux sociaux nous font des fois un petit peu oublier
la réalité de ce que sont évidemment ces vins. Et je voulais évidemment vous dire que ces quelques bouteilles sont uniquement des bouteilles de vin, du travail de la sueur d'hommes et de femmes qui se sont donné du mal pour les faire naître. N'oublions jamais ça en tout cas, et quel que soit le prix de la bouteille et quel que soit évidemment le niveau de celle-ci. Voilà, je terminerai tout simplement avec un petit mot sur les coffrets Terroir de légende que je n'ai pas avec moi aujourd'hui. Il y a 2 bouteilles, un premier cru de Chablis, Forêt, rive gauche donc, de Serein sur le domaine de Virginie Moreau-Naudet que vous connaissez évidemment très bien. Moi j'adore les forêts, particulièrement les forêts au domaine, parce que je trouve que c'est la pierre angulaire un peu intellectuelle, un peu, je dis toujours que le forêt est sur les premiers crus, que l'épreuve est au grand cru, vous voyez, un caractère un peu plus, voilà, cheeky, il faut aller le chercher, un vin un peu plus avec différentes facettes qu'il faut évidemment un petit peu attendre, mais évidemment, moi ça avait été un des premiers coups de cœur quand j'avais rencontré Stéphane Moreau-Naudet à l'époque, paix à son âme évidemment, il m'avait vraiment fait vibrer avec cette cuvée, j'avais acheté au Royal Monceau des 2008 qui était à pleurer. Et depuis, j'ai une petite note de cœur. Donc voilà, on a mis des 2020 dans ces coffrets. Et puis deuxième terroir de légende, petit tour à Barolo. Donc vous voyez comme soit l'Italie évidemment. Et surtout sur cette cuvée de Roberto Versio ici, eh bien vous aurez évidemment l'occasion de cocher une case. D'abord un domaine relativement contemporain dans l'approche des vins, très en avance aussi dans la vision. Moi je me rappelle la première fois que j'ai visité le domaine il y a 15 ans, c'était quelqu'un qui avait une forme de vision de la perfection du raisin, etc. Et donc intéressant, un style un peu plus concentré, un peu plus peut-être un peu plus moderne et dense, mais vraiment très intéressant évidemment à creuser. Voilà, écoutez les amis, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Ce live va se terminer donc sur l'envie de vous partager évidemment avec vous un verre. Je le prends, il est devant moi. J'aimerais remercier les personnes qui nous ont suivis pour ce live, vous dire évidemment merci, qui ne sont pas simplement là pour faire de la promotion, mais pour passer des messages. J'espère que vous l'avez compris. Le vin, c'est un produit qui doit être un petit peu incarné, qui doit aussi être précisé, partagé, évidemment dans les messages les plus simples possibles parfois, mais même si évidemment son univers est extrêmement complexe. Bref, j'espère en tout cas à travers ces lives de coffret, vous avoir donné au moins envie de boire un coup. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao. Et des bulles Bourgogne pour bientôt? Ben pourquoi pas. Merci pour vos messages en tout cas et à bientôt. Ciao.